Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr, l'excellent site de notre podcast vidéo Le Cercle des Pierres d'Or invite. Le Cercle des Pierres d'Or qui reçoit actuellement tous les nommés au Pierre d'Or 2025 dont la grande cérémonie aura lieu le 25 juin prochain à l'Intercontinental à Paris. Les nommés dans les différentes catégories des Pierres d'Or, conseil, promoteur, professionnel de l'année, innovation RSE, innovation verte RSE, ou encore avenir et plein d'autres catégories également. C'est nommé ces grands professionnels de l'immobilier qui prennent la parole sur imoweek.fr avec Valérie Garnier, Pascal Bonnefille, Sandrine Debré-Thomé, Laurent Sigwald et moi-même, la belle équipe de notre podcast vidéo. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour et merci surtout pour votre fidélité. Donc à très vite sur imoweek.fr. Bonjour, je suis Katayoun Panahi, présidente de l'Association des utilisateurs du quartier d'affaires de la Défense et je vous invite toutes et tous à voter sur imoweek.fr. Rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental. Venez nombreux. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr, nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Semelin. Bonjour. Bonjour. Florence, vous êtes Head of Residential and Alternative Investment chez JLL. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va évoquer dans un instant votre nomination au Pierre d'Or dans la catégorie conseil, mais évoquons ensemble l'actualité de JLL dans votre secteur d'activité et le marché également, ce marché résidentiel et des investissements alternatifs avec les résultats du premier trimestre 2025. Quels enseignements vous en tirez justement ? Alors, le résidentiel est une classe d'actifs très recherchée par les investisseurs et ce, depuis quelques années. Donc, après le Covid, les investisseurs se sont réorientés vers le résidentiel au sens large et la logistique. Donc, notre marché fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs, il y a des acquéreurs. Évidemment, il a été pris, comme toutes les classes d'actifs, pris de fouet par la hausse des taux d'intérêt à partir de 2022. Donc, il y a certains pans de notre activité qui fonctionnent un petit peu moins bien, comme les opérations en VFA, qui affectent principalement les promoteurs et nous le regrettons beaucoup. Et puis, les résidences seniors qui fonctionnent un petit peu moins bien également depuis 1 ou 2 ans pour des raisons très particulières. En revanche, ce qui fonctionne très bien, c'est le résidentiel classique existant. C'est un marché très francilien quand même, avec quelques opérations en région, mais c'est quand même très orienté Paris et Île-de-France. Et puis, la deuxième classe d'actifs résidentiels qui fonctionne, c'est les résidences étudiantes et un petit peu le co-living dans la foulée de l'étudiant. Il y a un vrai besoin dans ce secteur, c'est pour ça que ça fonctionne, j'imagine aussi. Oui, il y a un vrai besoin en étudiants de façon générale, puisque il faut rappeler que la France est le premier pays qui a le plus grand nombre d'étudiants en études supérieures en Europe, avec plus de 3 millions d'étudiants. Donc, on a une très belle offre de formation supérieure en France. Et du coup, on a un très grand nombre d'étudiants. Et face à ça, eh bien, on a des grandes difficultés de logement pour les étudiants, notamment dans les 15 principales académies. Il y a un déficit d'offres dans le marché classique et il y a un déficit d'offres dans les résidences étudiantes, notamment privées. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin de développer cette classe d'actifs pour offrir aux étudiants une capacité de logement, surtout pour les étudiants étrangers qui ne connaissent pas très bien le marché français et qui ont besoin de se loger très, très rapidement, mais pas que, des étudiants aussi français, et on voit qu'il y a un vrai effet Parcoursup, c'est-à-dire qu'il y a une très forte mobilité des étudiants français qui a augmenté avec la mise en place de la réforme de Parcoursup, c'est-à-dire qu'un étudiant qui habite Bordeaux, avant il restait à Bordeaux pour faire ses études, maintenant il va à Lyon, à Grenoble ou je ne sais quelle autre ville. Donc il y a une très forte mobilité, donc un fort besoin. Et en parallèle de ça, les petites typologies sont
aussi très demandé dans le parc classique, pas seulement par les étudiants, mais aussi par les personnes actives ou plus actives, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un très fort taux de personnes vivant seules dans les grandes villes. À Paris, c'est plus de 40% de personnes qui vivent seules, donc il y a un besoin de petite typologie. Vous avez dit au début de cet entretien, les résidences seniors marchent moins bien. Pour quelle raison, en fait? Oui, alors il y a une petite défiance des investisseurs sur ce segment de la résidence senior qui est peut-être passager, mais en tout cas, il est bien réel. Il y a absolument peu de transactions dans cette classe d'actifs depuis 1 an à 1 an et demi. Alors, c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est la fragilité de certains opérateurs. Ouais. Il y a eu des affaires, effectivement, donc on a senti un effet, effectivement, de tout cela. Voilà, il y a eu donc cette fragilité de certains opérateurs. Il y a eu des opérateurs qui ont été rachetés par d'autres. Enfin, voilà, il y a eu du mouvement. Il y a eu pour certains un très fort développement. Et puis, ce qui inquiète les investisseurs, ce sont les taux d'occupation entre ce qu'on leur avait promis au moment de l'acquisition en VFA et la livraison, ou quelques années après la livraison, où les taux d'occupation sont encore trop faibles par rapport à ce qu'on leur avait espéré. Et c'est lié principalement à plusieurs raisons. Parfois, les loyers pour les résidents seniors sont un peu élevés par rapport à la capacité des retraités à payer donc ces loyers qui sont parfois... même s'il y a une offre très large en résidence senior, les loyers peuvent être pour certains assez élevés. Et puis, il faut rappeler que c'est souvent un acte difficile d'entrer dans une résidence senior. Ce sont les enfants qui incitent leurs parents. Et donc, c'est jamais très facile, notamment en Île-de-France, parce que les personnes préfèrent rester chez elles quand même. Et surtout en Île-de-France, ils ont beaucoup de services déjà autour d'eux. Donc, ils ont un petit peu moins besoin d'aller en résidence senior en Île-de-France, paradoxalement, parce que on pourrait supposer que le pouvoir d'achat étant un peu plus élevé en Île-de-France, les taux d'occupation en résidence senior seraient plus élevés. Mais c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas, pour les raisons que vous expliquez. Alors, on espère qu'il va y avoir à nouveau une redynamique du secteur grâce à des fondamentaux démographiques qui sont bons, puisque les personnes qui sont nées après 1945 ont à peu près 80 ans aujourd'hui. Ils arrivent autour de 80 ans. Et donc, on arrive dans le baby-boom post-Seconde Guerre mondiale et du coup, un grand nombre de seniors qui vont avoir besoin de se loger. Et la résidence senior est une forme de logement très adaptée pour cette population. Oui, puis on vit plus longtemps aussi aujourd'hui. Et on vit plus longtemps et en très bonne santé. Alors, pour revenir sur JLL, plus précisément, quels sont les projets phares ou les grandes orientations stratégiques de JLL actuellement dans le domaine du residential et alternative investment? Oui. Alors, JLL est un petit peu spécialisé sur les opérations d'envergure en résidentiel. On a eu la chance de travailler sur 5 très gros portefeuilles résidentiels sur les 7 à 8 dernières années. Et c'est JLL qui était présent à chaque opération. Donc le premier, c'était l'opération Vesta en 2018, donc vente de ICF Novedis, groupe SNCF, à un consortium mené par Swiss Life Asset Management et Ampère Gestion. Donc c'était 1,4 milliard. Deuxième opération, c'était l'opération Chronos, qui a été signée en 2021, tout début 2021. Donc, c'est une vente de Inly à AXA. Là, c'était avec les VFA, c'était environ un volume de 2 milliards d'euros, donc c'était encore plus gros. On a participé à cette opération. Troisième opération, on n'y croyait pas, on se disait, bon, on a fait 2 gros portefeuilles, là ça va s'arrêter, mais non, troisième gros portefeuille sur lequel on a eu la chance de travailler, donc le portefeuille Lamartine qui a été signé tout début 2022 dans un contexte de temps extraordinaire, puisqu'on a signé, ça a été signé en mars 2022, juste après la déclaration de la guerre en Ukraine de février, et l'augmentation des taux qu'on a connue en juin. Donc c'est une vente de CDC Habitat à CNP Assurance, et là c'était encore plus gros puisque c'était 2,5 milliards.
Voilà. Et en ce moment, Mhm. nous avons la chance de travailler. Alors, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce qu'on est en plein cours de marketing. Une grosse opération, donc un portefeuille de Ampère Gestion, enfin piloté par Ampère Gestion. Et voilà, nous sommes Voilà. en Pour en l'instant, cours. C'est voilà, en cours. à suivre Voilà. très prochainement. Mais c'est encore un gros portefeuille sur lequel Encore nous plus avons la élevé chance de travailler. que les précédents. On saura ça quand vous pourrez nous en parler, bien évidemment. Comment les attentes des investisseurs évoluent aujourd'hui? Vers quel type d'actifs ou de formats se dirigent-ils? Les investisseurs, par exemple en étudiant, on voit vraiment une forme d'évolution très nette des modèles. Au départ, on était vraiment sur un modèle classique de bail commercial avec un opérateur tiers. Il y a eu quelques précurseurs quand même qui ont intégré la gestion. Par exemple, Gecina était un précurseur avec YouFirst puisque les résidences étudiantes étaient directement gérées par Gecina. Mhm. Et progressivement, on a vu un glissement des investisseurs vers le management contract, qui est très pratiqué au UK, le UK étant le grand pays de la résidence étudiante. En termes d'investissement, il dépasse de très loin les chiffres de tous les pays européens et même la France. Et donc, on sent un besoin des investisseurs d'aller vers ce mode de contractuel qui permet de mieux participer à la marge de l'opération. Et puis, autre étape encore plus intégrée, qu'on a déjà vu puisqu'il y a eu encore une fois quelques précurseurs, c'est le modèle où je suis à la fois développeur, investisseur et opérateur, comme par exemple Brookfield et Uxco. Oceanis est le promoteur, Uxco l'exploitant et Brookfield l'investisseur. Et c'est le cas aussi de Heinz avec leur marque Apartoo. Comment vous voyez l'évolution du marché à horizon 3-5 ans? Quel rôle joueront les nouveaux usages, le vieillissement de la population, on en parlait il y a quelques instants, ou encore bien sûr les enjeux environnementaux? Oui, alors les enjeux environnementaux forcément sont très importants en résidentiel comme pour toutes les classes d'actifs, avec notamment tout ce qui est DPE, puisque c'est une des premières questions des investisseurs quand on met en vente un actif, quels sont les DPE? Mais au-delà de ça, on sent qu'il y a évidemment l'immobilier suit l'évolution sociétale et évidemment en résidentiel. On sent que, par exemple, le co-living, qui n'était pas forcément une forme d'habitat très très intuitif en tout cas pour ma génération, mais on sent que c'est un mode d'habitat qui fonctionne très bien. Il y a une très forte demande et ça répond à la mobilité des professionnels qui travaillent 3 jours dans une ville et qui habitent dans une autre. Ça aussi à la mobilité internationale des professionnels et aussi des personnes qui ont besoin de trouver un logement très rapidement et qui ne veulent pas vivre seules. En fait, il y a vraiment un besoin de petite typologie et de sociabilisation. Donc voilà, le co-living y répond très bien, mais pas que. On a aussi besoin de services et c'est là où par exemple, ce qu'on appelle le build to rent, c'est-à-dire des appartements classiques, mais avec des services au rez-de-chaussée pour les familles. Par exemple, on a des surfaces plus compactes chez soi, mais au rez-de-chaussée, on a un espace de coworking. Au lieu de travailler dans sa cuisine, on travaille dans l'espace de coworking. C'est quand même mieux équipé et plus agréable. On a aussi une chambre partagée qu'on peut louer quand on reçoit de la famille. Une chambre supplémentaire qu'on n'a pas forcément aussi chez soi. Et donc, il y a ce besoin de service. Donc, voilà, on sent qu'il y a, pour encore une fois résumer, un besoin de flexibilité dans l'accès à l'habitat. On veut louer assez vite. On veut pouvoir partir aussi vite de son logement. Il y a un besoin de petite typologie qui est vraiment très, très important. Il y a un besoin de service et il y a un besoin de sociabilisation. Voilà. C'est un plaisir de vous écouter. Vous nous faites un résumé parfait de l'évolution des usages. Merci beaucoup. Florence, vous êtes nommée dans la catégorie conseil au Pierre d'Or 2025. Que signifie cette reconnaissance pour vous, bien sûr, et pour le travail de l'équipe que vous dirigez chez JLL? Déjà, c'est un grand honneur d'être nominée.
Et puis, je pense que c'est avant tout la reconnaissance du travail de JLL en particulier, de cette marque formidable qui nous a permis d'avoir des compétences diverses et variées, et notamment une expertise en opération de transactions structurées qui est dirigée par Graham Jackson. Et du coup, c'est grâce à cette autre équipe qu'on a pu faire et réaliser ces grosses transactions, des gros portefeuilles. Voilà, et qui nous distingue peut-être par rapport à nos concurrents. Qu'est-ce qui vous anime, à vous, personnellement, dans ce métier dont vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir? Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est nouveau à chaque fois. Donc, la nouveauté, Oui. l'adaptation constante au marché. Il faut surfer constamment et s'adapter aux évolutions de marché. Et puis, il y a le goût du challenge dans la transaction. C'est Chaque tous les démarrage de jours. nouvelle mission, Voilà, c'est un il y a un vrai... challenge à chaque étape. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les gens, en fait. Le bonheur de travailler avec des clients avec qui on s'entend très bien, des investisseurs à qui on a envie de vendre et de faire une belle opération. Et puis surtout, les équipes en interne, quoi. Voilà. Merci C'est une beaucoup. histoire, Ouais. ça reste une histoire très humaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va vous souhaiter bonne chance parce que vous êtes peut-être la Pierre d'Or Conseil 2025. La cérémonie, ce sera... On verra. Ouais, on verra bien. La cérémonie, ce sera le 25 juin prochain à l'Intercontinental à Paris-le-Grand. Merci beaucoup, Florence, et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur imoweek.fr.